Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie Lamourou, experte en gestion des temps et des activités chez Lucas. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Cécile Meozida Costa, directrice produit de la gamme gestion des temps et des activités chez Lucas également, Bonjour. ainsi que de Guillaume Guéritz, responsable RH chez Lucas. Bonjour à tous. Pour commencer ce webinaire, je voudrais poser le cadre autour d'une idée simple. Le bon modèle de travail hybride, c'est celui qui vous ressemble. Notre conviction, c'est qu'il n'y a ni modèle unique, ni modèle figé sur le travail hybride. Le meilleur modèle, c'est celui qui s'adapte à votre contexte, qui est pragmatique et probablement aussi évolutif. Aujourd'hui, on n'a pas vocation à vous donner des recettes toutes faites, mais plutôt à partager des observations concrètes, notre retour d'expérience et des bonnes pratiques testées pour que vous puissiez bâtir un cadre qui colle à votre réalité, vos contraintes et vos équipes. Avant de démarrer dans le vif du sujet, je vais lancer un sondage pour que l'on puisse comprendre où vous en êtes aujourd'hui sur le travail hybride dans votre organisation. Et je vous laisse quelques secondes pour y répondre avant de poursuivre notre webinaire. J'espère que ce temps-là vous a suffi pour répondre. Je vous propose pour démarrer que l'on prenne un peu de hauteur et que l'on regarde ensemble où nous en sommes aujourd'hui sur le travail hybride en France. Cécile, tu as vu comme tout le monde des articles passés sur la fin du télétravail dans certaines entreprises connues comme Amazon, Tesla et d'autres grandes entreprises américaines. Est-ce que selon toi, ces gros titres illustrent les perspectives du travail hybride en France? Alors effectivement, on a vu passer, ces gros titres qui annonçaient, la fin, drastique, du, télétravail, des entreprises qui rappellent leurs salariés au bureau, des fois de manière, radicale en menaçant de licenciement si c'est pas le cas. Comme par exemple, Amazon, c'est, 5 jours, de travail, de retour au bureau. Mais il faut faire attention à pas généraliser, trop vite. Il y a un très fort effet médiatique autour de ces grandes entreprises, parce que forcément, elles attirent l'attention des journalistes. Ça peut avoir, l'impression que c'est, la tendance générale, mais on constate que le contexte est quand même assez différent en France, hein. Très bien. Et du coup, si on revient à nous, quelles sont les tendances alors en France si celles-ci ne s'appliquent pas chez nous? Il y a pas clairement un abandon, du, télétravail en France. On voit plutôt qu'il y a un équilibre qui s'instaure, progressivement, d'année en année entre télétravail et présence, au bureau, le fameux, flex office. Par exemple, si on regarde, les chiffres, on voit qu'il y a 22 des salariés salarié du secteur privé, donc c'est quand même énorme, qui pratiquent au moins le télétravail une fois par semaine. Alors 22 pour les périodes, par rapport aux périodes avant covid, c'est peu. Pour les périodes covid, pour les périodes avant covid, c'est beaucoup. Pour les périodes après covid, c'est peu. Mais il faut comprendre que dans ces 22 ça inclut tous les secteurs et que si on regarde par contre du côté, des secteurs dits, secteurs du bureau, là, c'est près de 70 des collaborateurs qui font en moyenne 2 à 3 jours, de, télétravail, par, semaine. Donc on voit qu'on est très loin encore, on n'est pas au fantasme du, 100 remote, mais on n'est pas non plus au, retour en arrière total avec, 100 au bureau. Et ce qu'on voit donc concrètement aujourd'hui parmi nos clients, c'est que les entreprises, elles vont de plus en plus vers ces modèles, hybrides et elles cherchent d'ailleurs à mieux l'organiser. Très clair, merci Cécile. Du coup, si je résume, le télétravail fait partie intégrante de nos organisations, surtout dans des secteurs où la majorité des collaborateurs sont des collaborateurs dits de bureau. On entend même parler d'acquis sociaux sur le télétravail, au même titre que le sont les 35 heures, les 5 semaines de congés payés. Est-ce que tu penses qu'on en est là sur le droit au télétravail? Et peut-être là-dessus même, Guillaume, ton point de vue RH sera peut-être pertinent. Ouais, alors, on sait que les collaborateurs, ils accordent une grande importance au télétravail. La flexibilité, c'est simple, c'est devenu le second critère de choix après la rémunération, dans le choix d'un emploi. Donc autrement dit, proposer du télétravail aujourd'hui, c'est plus un simple avantage. En fait, c'est juste une nécessité et c'est un vrai levier stratégique pour, attirer et aussi fidéliser les talents. Ouais, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Guillaume, il y a une étude APEC qui est sortie récemment qui montre qu'il y a un cadre sur 2, 45 plus exactement, qui démissionnerait si on supprimait, le télétravail dans leur entreprise. Et la même étude, elle montre qu'il y a un cadre, pareil, un cadre sur 2, 51 qui considère que le recours au télétravail, c'est plus une option, mais un acquis pour rejoindre, une entreprise. Sinon, c'est, rédhibitoire.
Ouais, je rebondis là-dessus. Alors c'est vrai, mais attention aussi aux mots qu'on emploie. Le cadre réglementaire autour du télétravail, il est régi par le code du travail et ce texte, il dispose lui-même que, bah, c'est pas systématiquement un droit pour le salarié. Donc non, au final, je le comparerai pas aux 35 heures ni aux congés payés. Néanmoins, une fois que le télétravail, il a été mis en place dans l'entreprise, l'employeur, il ne peut pas le supprimer, du jour au lendemain comme ça. En tout cas, pas sans un consentement mutuel entre employeur et employé. Mais, c'est pas spécifique au télétravail, c'est, classique au droit de travail, français. Lorsqu'un avantage est donné et même répété, il en devient un usage sur lequel il est difficile de revenir, par simple décision unilatérale de l'employeur. Très clair. Merci à tous les 2. C'est intéressant d'avoir, vos 2 points de vue. Si je résume, du coup, sans être considéré d'un point de vue légal comme un acquis social, dans les faits, le télétravail fait tout de même partie de nos organisations, du travail. C'est devenu un incontournable pour attirer et fidéliser, les talents. Pour autant, il vient quand même profondément transformer, notre manière de collaborer. Il offre des avantages indéniables, on n'y reviendra même pas aujourd'hui. Par contre, il suscite aussi, des inquiétudes qui sont légitimes. Je me retourne à nouveau, vers toi Cécile. Quels freins tu observes chez nos clients dans la mise en place d'une organisation, du travail hybride? Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'éléphant au milieu de la pièce qui est clairement, la peur, de perte, de contrôle sur la productivité, des, collaborateurs. On a peur des risques d'abus. On voit des entreprises, par exemple, qui restreignent le télétravail le vendredi parce qu'elles ont peur concrètement que leurs collaborateurs en profitent pour partir en week-end. Mais, au-delà de ça, il y a aussi d'autres peurs, qui concernent le collaborateur, directement, comme, l'isolement, par exemple. Le fait de travailler, tout seul chez soi, ça convient pas forcément à tout le monde. Ça peut être difficile pour des jeunes collaborateurs, ça peut être particulièrement difficile pour des nouveaux arrivants dans l'entreprise. Ça facilite clairement pas, leur intégration et leur engagement dans l'entreprise. Il y a aussi une crainte sur, le suivi, du, temps de travail. Il y a plus de barrière entre, chez soi et le lieu de travail. Et également, ça peut être difficile pour les managers à distance d'évaluer la charge réelle des collaborateurs, quand, ils sont pas tout le temps à côté. Et enfin, ça concerne aussi beaucoup les managers, c'est que c'est plus difficile de manager à distance pour, la détection, de signaux faibles. En présentiel, on peut rapidement, repérer une baisse de morale, un agacement. À distance, c'est plus difficile, on n'a pas les mêmes radars et ça, c'est une source, d'inquiétude pour les managers et pour les RH, bien sûr. OK, très clair, mais effectivement, on peut comprendre ces craintes qui sont légitimes. Et du coup, comment est-ce que les entreprises réagissent pour quand même encadrer le travail hybride? Puisqu'on l'a vu finalement, on n'a pas le choix de toute façon que d'y aller, Mmh. avec le souhait tout de même de limiter, les risques que tu viens, d'aborder. Alors, je commencerai avant les solutions par ce à quoi il faut faire attention. Hem, quand on veut mettre en place, donc justement du travail hybride dans son entreprise, souvent la première erreur qu'on voit, c'est de copier-coller, des, modèles existants parce que c'est rassurant, parce que ça semble facile, à justifier. On va aller appliquer exactement le même modèle de télétravail que ce qui ressort dans les entreprises, du secteur. Et le problème, c'est que quand on fait ça, ça peut entraîner une certaine rigidité qui va être mal vécue, par, les collaborateurs, et les managers. Donc c'est vraiment très important de tenir compte des spécificités de la culture de l'entreprise et aussi au sein de l'entreprise, des spécificités de chaque équipe. Et le deuxième risque quand on met en place donc des politiques de travail hybride, ça c'est peut-être le pire, c'est de garder le flou. Si on donne pas de cadre commun, là, on se retrouve avec des collaborateurs qui, dans certaines équipes, peuvent, télétravailler, très régulièrement sans qu'il y ait vraiment de règles et dans d'autres équipes où c'est, complètement, interdit et sans cadre commun, sans justification possible, bah, ça crée un fort sentiment d'injustice entre les équipes et ça accroît considérablement la charge managériale. Donc, un vraiment une bonne chose à faire, c'est de chercher à lever ce flou et à définir clairement des politiques. Et je rebondis là-dessus, on va en parler juste après avec Guillaume, besoin d'avoir des règles claires et compréhensibles. Ça ne veut pas dire non plus que les règles sont les mêmes pour tous. Par contre, s'il y a des différences, on va être capable de les expliquer aux collaborateurs pour que ce soit bien, vécu. Et je te laisse finir Cécile, du coup, pour, les comportements que tu observes. Ouais, tout à fait. Les entreprises qui font figure de meilleurs élèves dans le sujet, c'est, clairement, celles qui se sont posées la question: «Qu'est-ce que c'est la bonne politique de télétravail pour, mon entreprise? Qui est adaptée à mon contexte, qui est éventuellement adaptée à mon contexte, qui évolue aussi, et à mes collaborateurs» et qui est très clairement explicitée, consultable par tous les collaborateurs de l'entreprise. Qui a une charte très claire, auquel on peut facilement accéder.
Très bien. Tu parles de charte, c'est un des outils, de la politique de travail hybride. On va tenter de vous donner, d'autres outils, des exemples pour que vous puissiez vraiment considérer l'ensemble, des risques vis-à-vis du télétravail. Donc on l'a dit, isolement, prise en compte des signaux faibles, suivi de temps de travail, pour trouver l'approche et la politique qui soit adaptée à votre entreprise. Celle qui vous permettra de faire bénéficier et de bénéficier, aussi du télétravail, à votre entreprise. Si on reprend chacun des points que tu as listés, Cécile, je reviens sur la difficulté à suivre le temps de travail et la charge réelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a 2 craintes, en fait, qui sont d'ailleurs, assez opposées quand on parle de suivi du temps de travail. La première, c'est la crainte des abus. On a peur que ce que je disais tout à l'heure, les collaborateurs profitent du télétravail pour moins travailler, pour partir en week-end plus tôt et donc ça donne lieu à avoir envie de mettre en place des contrôles excessifs, comme la géolocalisation, par exemple, qui est, très encadrée, hein, par la loi française, ou des règles du type: on n'a pas le droit de télétravailler le mercredi ou le vendredi, on surveille, les connexions. Nous, par exemple, chez Lucas, notre position, elle est très claire sur le sujet. On n'a rien mis en place de tout ça. Le télétravail, ça repose sur la confiance qu'on a en le collaborateur. Et la confiance, ça veut dire que si un collaborateur abuse dans, son utilisation du télétravail, ça va de toute façon se voir très rapidement, dans, ses résultats et les retours que font, l'équipe du, collaborateur. Donc on le constate sur les livrables du collaborateur, mais sur donc réellement sa performance, mais pas sur une surveillance, permanente qui elle, peut être, anxiogène et très, productive. Le flicage, en plus, ça détériore, considérablement la marque employeur, donc c'est vraiment pas, favorable à la création d'engagement. Donc ça, c'est la crainte, le contrôle et l'autre crainte, elle est assez paradoxale, elle est inverse, c'est que les collaborateurs en fassent trop. On l'a vu pendant les très fortes périodes de télétravail qui ont suivi, les périodes de confinement, successives, des collaborateurs qui ont du mal à séparer, les 2 et donc du coup qui, sont surmenés par leur charge de travail et c'est d'autant plus difficile et c'est d'autant plus une crainte pour les entreprises que, côté manager, à distance, on a une visibilité réduite sur la charge de travail réelle des, collaborateurs. Et donc, ça, c'est une crainte bien légitime parce qu'effectivement, pas bien maîtriser ces éléments-là, c'est une vraie exposition, juridique pour l'entreprise liée au droit à la déconnexion et aussi, si on n'a pas mis en place ce qu'il faut pour, vraiment contrôler, vraiment suivre précisément plutôt le temps de travail effectif des collaborateurs, ça peut vraiment représenter un danger. Très bien. Je me tourne vers toi, Guillaume. Et je fais appel à ta casquette d'expert RH, chez Duca. J'imagine qu'on s'est posé ces questions, chez Duca lorsqu'il a fallu, nous-mêmes instaurer des règles vis-à-vis du télétravail. Comment on a pu répondre à ces enjeux-là? Ouais, ces sujets finalement, ils sont assez liés. Bon, pas de surprise, il y a pas de solution magique, mais en tout cas, nous, on a plusieurs leviers qui, combinés entre eux, permettent de, selon nous, réduire fortement ces risques évoqués par Cécile. La première chose et ça peut paraître simple, mais c'est de commencer par mettre en place des règles, les écrire et les communiquer. Et ces 3 étapes, elles sont clés et elles vont de pair parce que l'une ne marche pas sans l'autre. Un cadre bien défini, ça ne sert à rien s'il n'est pas connu et compris de tous. Donc chez Lucas, par exemple, on a mis en place une charte de télétravail et aussi une charte de droit à la déconnexion. Et tout ça, ça permet de clarifier des attentes, ça permet de garantir aussi un bon équilibre. Et ce qui est important, c'est de s'assurer que les équipes en prennent connaissance, mais pas seulement au moment où on publie ces chartes, mais aussi à tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent chez Lucas et aussi de les rappeler régulièrement. Et on a la chance, nous, d'avoir, notre CEO qui aime lui-même, rappeler que lui-même ne trouve ça pas très pro, de recevoir des mails, à 20:00. Donc c'est aussi important que le top management porte, ces messages, qui sont quand même, également parlants. Le second levier qu'on a nous identifié, c'est évidemment de bien, outiller les RH et aussi les managers. Les 2 vont de pair, donc ça va de suivre le temps de travail, ça va de mesurer le mood des équipes, leur engagement et cetera. Et chez Lucas, on a la chance de pouvoir utiliser nos propres solutions, évidemment, comme celle du suivi des temps basé sur, l'autodéclaration. Ça a l'avantage aussi de fonctionner, en mode hybride et donc pour le télétravail, mais aussi, tous des enfin plusieurs outils, notamment, ceux qui permettent de réaliser des enquêtes engagement, rapidement et facilement ou encore, de réaliser des entretiens à distance avec un outil, simplifié.
Et le dernier point, en tout cas le troisième levier que nous on a identifié et sur lequel on mise, bah, c'est tout simplement la sensibilisation, auprès des équipes pour en tout cas pour se protéger, et prévenir de ces risques. Chez Lucas, on a mis en place, enfin on a régulièrement, je pense que c'est tous les 6 mois en moyenne, une intervention d'un psychologue du travail qui vient aborder les sujets de RPS. On forme aussi l'ensemble de nos managers à travers un parcours plus global de formation manager, mais dans lequel enfin, il y a un temps dédié sur la sensibilisation, de ces risques et comment les prévenir et rebondir par rapport à ça. Et puis, il y a souvent aussi des échanges plutôt informels, type, café entre pairs, entre managers qui sont organisés pour partager aussi des tips, autour de ce management hybride. Merci Guillaume. Je reviens sur, le premier outil dont tu as parlé qui est la charte de télétravail. On imagine que c'est un peu le socle quand même, évident, sur, mettre en place une politique de travail hybride. Comment est-ce qu'on s'est pris chez Lucas pour définir, les règles qu'on mettait dans cette charte? Ouais, alors j'ai pas fait d'archéologie pour revenir sur l'ensemble des origines du télétravail chez Lucas. Je me suis plutôt basé, sur, comment il a évolué, depuis le Covid, puisqu'il y a des nouveaux standards qui ont été, quand même implantés. On va pas se mentir, les mentalités, les habitudes, ça a évolué. Donc nous, on est parti du principe, un principe simple qui était de donner envie aux collaborateurs de revenir au bureau plutôt que de l'imposer. Et aussi, mine de rien, de laisser les équipes trouver leur équilibre à l'intérieur d'un cadre qu'on a mis en place. Le tout en partant du principe qu'on misait, on misait, quand même sur le présentiel, qui devait rester majoritaire en ayant un peu de souplesse quand même. Donc, on a tendance à dire qu'il y a des règles et il y a des principes. Donc on a en place, la norme chez Lucas, c'est 2 jours de télétravail, par semaine, avec une flexibilité à 3 jours en fonction des équipes et surtout en fonction de leurs besoins, de leur maturité sur le sujet. Et c'est pour nous cet équilibre qui rend, un peu la formule efficace. Et pour que le retour au bureau, en tout cas la vie au bureau soit agréable, on mise quand même sur, le fait que, l'office soit un vrai lieu de vie et un vrai lieu de valeur ajoutée. Heu chez Lucas, c'est quand même un marqueur fort de notre culture d'entreprise. Je pense qu'on le remarque dès qu'on rentre dans le bureau. Donc voilà, c'est un lieu qui facilite les échanges, avec beaucoup d'événements qui sont organisés. Donc autant d'occasions de renforcer un collectif. Et ce qui est important, ouais, à moins que tu me coupes Cécile, mais ce qui Non, est ouais, vraiment important, c'est que le bureau, il doit rester, pardon. je suis complètement, d'accord avec ça. J'allais rebondir qu'en fait, ça se voit même, ce que tu décris, Guillaume, ça se voit chez nos, clients. Il y a une vraie volonté d'éviter la logique du, présentiel, à tout prix, qui existait, avant le covid. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'un modèle hybride performant, c'est pas juste une organisation logistique, ça doit aussi soutenir la motivation des équipes. Par exemple, proposer le télétravail, ça peut être très efficace pour un collaborateur qui va se sentir plus efficace chez lui qu'au bureau parce qu'il a besoin de s'isoler pour travailler sur un rendez-vous client très important ou un mémo, de fond, donc qu'il puisse le faire librement. Ça, c'est très profitable même à la productivité finalement. Et encore une fois, c'est des modèles qui forcent les entreprises à se concentrer sur les résultats et pas sur, la présence. Après, ça pose la question de mesurer, finement la performance, mais sur le long terme, c'est sûr que ça reste profitable à tout le monde. Très clair, on voit à quel point ces sujets-là sont vraiment imbriqués entre eux. En vous écoutant, vous parlez, de télétravail, donc 2 à 3 jours par semaine pour ce qui est de Lucas, et donc de mettre en place une vraie politique de flex office cette fois, avec la nécessité du coup de réorganiser les espaces de bureau. Est-ce que c'est un sujet qui est pris, par, les employeurs? Peut-être Cécile, qu'est-ce que tu vois chez nos clients? Ouais, on voit, en fait, nous, à vrai dire, nous, chez Lucas, on a une solution de gestion du travail hybride, qui permet de savoir qui est en télétravail et qui est sur site et même qui est sur quel site puisque nous, par exemple, dans notre cas, on a plusieurs sites. Donc ça, c'est particulièrement intéressant côté RH et gestion, des bureaux puisqu'on peut connaître précisément à n'importe quel moment, l'occupation de chacun des sites. Et quand ils mettent cette solution-là en place, certains de nos clients, ils se rendent compte à ce moment-là que, leurs bureaux ne sont occupés qu'en moyenne à 70. Donc
tant qu'il y a pas cette prise de conscience grâce, à un outil, de ce type, on a du mal des fois à franchir la porte du flex office et d'avoir moins de bureaux que, de collaborateurs dans l'entreprise. Par contre, quand on a des outils en place pour le faire, c'est sûr que ça facilite les choses, et avoir moins de bureaux, ou en tout cas avoir un excès de bureaux, ça représente un vrai manque à gagner pour les entreprises. Après, c'est toujours la même chose, ça suffit pas de réduire le nombre de bureaux parce que, les gens, ils viennent moins, ce qui est important, justement, c'est pour ça que c'est intéressant de s'outiller, c'est de pouvoir partager des plannings, de présence. Comme ça, on sait qui est au bureau, qui ne l'est pas et ça en plus, ça permet de faciliter, les échanges et ce qui est très important quand on met en place, le flex office également, c'est de pouvoir, préparer des réunions hybrides. C'est-à-dire, ça veut dire que donc il y a des personnes qui sont au bureau, des personnes qui n'y sont pas. Donc ça sous-entend d'avoir des équipements, adaptés et d'avoir mis en place, des règles, une sorte d'étiquette sur la prise de parole, par exemple, pour, éviter les frustrations entre, collaborateurs, en présence et à distance dans ces réunions, hybrides. Très bien, merci à tous les 2. Peut-être avant de conclure, on voulait vous sonder une dernière fois, on vient de parler d'outils justement. Je vous laisse quelques secondes, pardon, pour répondre à notre dernière question, sur, aujourd'hui vos outils, mis en place pour, gérer votre organisation du travail hybride. J'imagine que, vous avez tous pu, répondre. Du coup, je vais pouvoir, conclure. Je rappelle juste, 3 grands principes qu'on a évoqués aujourd'hui. Premièrement, on part du réel, on évite, d'appliquer un modèle, théorique, que l'on aurait vu, ailleurs. On co-construit avec les managers et les collaborateurs pour, leur donner des règles qui, sont vraiment applicables et qui, correspondent aux équipes et on évalue, on ajuste, régulièrement. Vous pouvez mettre en place une politique, la tester et vous rendre compte finalement qu'il faut la faire évoluer. Dans les facteurs de réussite, on a parlé de la clarté des règles, de l'adaptation continue et une fois de plus, de prendre le pouls et d'écouter vraiment, les équipes qui appliquent ces règles-là. Et enfin, on a parlé d'outils qui sont en fait assez nombreux, sur le sujet du travail hybride. La charte de télétravail, les feedbacks réguliers des équipes, des tableaux de suivi, de jours de télétravail et de présence sur site pardon, pour optimiser les espaces de bureau et différents KPI, d'engagement et de performance. Merci pour votre présence. On espère que vous repartez armés pour reprendre ce sujet dans votre organisation et mettre en place la politique de travail hybride qui vous correspond. Merci Guillaume, merci Cécile. Et peut-être pour terminer, un dernier mot pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Lucas. Lucas, c'est un éditeur de logiciels de gestion RH et finance qui compte aujourd'hui 15 solutions qui vont de la gestion des temps et des activités, parce qu'on en a parlé aujourd'hui, les dépenses professionnelles, le développement des talents et bien sûr la gestion administrative. Chez Lucas, notre objectif, c'est de réduire les tâches qui coûtent pour développer celles qui comptent. Merci encore pour votre temps ce matin et on vous souhaite un bon appétit.